Aujourd'hui, des cryptos, tu en as à peu près, alors le chiffre varie, 15, 18 000. Il y en a 99% qui aujourd'hui n'ont aucune valeur ou aucun intérêt. Donc nous, notre métier, ça va être de se concentrer sur les 100 ou 200 dont on pense qu'il y a un intérêt. Soit parce qu'effectivement elles sont grosses, donc sur le marché elles pèsent, soit parce qu'il y a une innovation technologique ou un usage qui est nouveau. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quel est ton levier? Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Romain, qui est le directeur opérationnel COO de l'entreprise CoinHouse. Il a vécu les hauts et les bas des cycles des cryptos en ligne et nous explique tout sur l'univers réglementaire des cryptos et son évolution. Bonjour Romain, donc tu es le COO de CoinHouse. Aujourd'hui, vous êtes un des leaders, si ce n'est le leader dans la crypto en France. Vous avez été fondé en 2015 sous le nom de la maison du Bitcoin et vous êtes devenu CoinHouse en 2016 du coup. Aujourd'hui, je crois que tu as près de 500 000 comptes qui ont été créés depuis le début de l'aventure, 50 000 comptes actifs et plus de 2000 clients entreprises. Je suis ravi de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, merci à toi déjà de me recevoir. Alors moi, historiquement, je suis tombé dans la crypto plutôt en 2017. À l'époque, c'était plutôt un hobby. Et j'ai rejoint CoinHouse en septembre 2020. On en reparlera dans l'histoire de la société, mais au moment où elle faisait sa mue et où il fallait justement assurer une forte croissance dans un marché aussi. Et donc j'étais d'abord CRO de CoinHouse, Chief Revenue Officer, justement pour agréger les levées de croissance. Et depuis un an maintenant, directeur des opérations. Donc je m'occupe en direct de l'ensemble de l'équipe d'accompagnement des clients, puisqu'en fait une des particularités de CoinHouse, c'est d'avoir des équipes qui peuvent accompagner des clients particuliers, des clients entreprises dans leurs investissements en actifs numériques. Et puis ma deuxième responsabilité, c'est coordonner en transverse les différents départements de l'entreprise pour nous assurer que les produits que l'on sort, les promesses que l'on fait en termes de qualité de service sont tenues et qu'on délivre bien notre promesse à nos clients. On en parlait tout à l'heure en off, mais vous êtes quasiment comme une banque. Mais est-ce que tu peux nous dire, déjà la différence avec parce que réglementairement vous pouvez pas le dire, et comment du coup s'organise votre activité en termes de business unit ou de comme ça nous éclairera aussi sur votre manière de fonctionner. Ouais, alors avant de parler de l'organisation interne, je vais peut-être vous redire ce qu'on fait. Comme ça, vous allez bien comprendre ensuite comment on s'organise pour le délivrer. Historiquement, donc la maison du Bitcoin puis CoinHouse, c'est une plateforme d'investissement qui vous permet d'investir en crypto, avec plusieurs particularités. On a cru fortement dès 2017 à une régulation du secteur. On se disait qu'il ne pouvait pas y avoir d'adoption des cryptos en France et en Europe sans une régulation. L'objectif, c'est de simplifier l'accès. Si on veut démocratiser, la crypto, c'est quand même un marché très hermétique, donc il faut beaucoup de pédagogie et de simplification. Et donc, ça suppose deux choses. Des équipes qui vous parlent. À l'époque, la maison du Bitcoin, c'est un comptoir dans le Marais, avec 3 personnes derrière un comptoir qui répondent à vos questions et qui vous vendent des Bitcoins. Et cet ADN-là, on ne l'a pas perdu. Donc, il y a toujours des équipes qui, aujourd'hui, vous répondent au téléphone pour vous accompagner dans vos investissements crypto. Et puis, si on veut simplifier, ça veut dire ça veut dire aussi concevoir des produits et des services qui vous facilite l'accès aux cryptos. Et donc concrètement, le parti pris que l'on a, c'est de dire il faut que l'on construise des produits et des services qui ressemblent à ce que vous allez avoir dans votre monde financier traditionnel. Comme ça, vous n'êtes pas trop perdu. C'est pas pareil, c'est de la crypto, c'est pas de la finance traditionnelle, mais au moins vous savez à peu près où vous mettez les pieds. Donc ça, c'est nos partis pris. Et comme ça, on a construit effectivement. Alors, on n'a pas le droit de dire crypto-banque parce qu'on n'est pas une banque, on n'est pas un établissement de crédit. On est un PSAN, un prestataire de services en actifs numériques, régulé par l'AMF, mais c'est une régulation qui est particulière aux cryptos. Sauf qu'effectivement, on fonctionne un peu comme un établissement bancaire. Vous avez donc toutes mes équipes qui sont des équipes d'accompagnement client. Quand vous venez chez nous, vous créez un compte, que vous soyez un particulier ou une entreprise, et vous pouvez avoir un conseiller au téléphone comme vous l'auriez dans votre banque privée ou votre conseiller pro, qui est expert crypto pour le coup, qui vous conseillera que sur la crypto, pas sur les autres domaines financiers. Pas sur l'assurance vie. Pas sur l'assurance vie, on fait pas ça. Non, pas d'immobilier, ça, on laisse ça. Il y a des gens très bien qui font ça, c'est pas chez nous. Et puis derrière, on va avoir évidemment des équipes produits et tech pour développer notre plateforme, développer des fonctionnalités, des équipes marketing et de communication qui vont notamment produire régulièrement des contenus pédagogiques pour faciliter la compréhension de telle ou telle crypto. Et une équipe que l'on appelle une équipe ISS, pour Investment Strategy and Solutions, qui est une équipe qui a une double responsabilité en interne. C'est une équipe d'abord qui va structurer des produits et les gérer. Donc typiquement, on a un produit chez nous qui vous permet en fait de ne pas avoir à gérer vos cryptos. En fait, vous nous confiez vos fonds à travers un mandat de gestion et notre équipe d'experts va gérer pour vous. Ça s'adresse plutôt aux gens qui
qui veulent investir mais veulent pas s'en occuper. Et la deuxième responsabilité de cette équipe ISS, c'est d'incarner l'expertise sur les cryptos, et donc elle passe une bonne partie de son temps à analyser les projets, les nouvelles cryptos qui sortent. Est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant, est-ce qu'il faut la proposer à nos clients, comment est-ce qu'on explique ces innovations, etc., etc. Tels des analystes en fait dans une banque traditionnelle. Exactement, comme ton équipe analyse dans une banque traditionnelle. Ok. Et aujourd'hui, vous proposez toutes les cryptos qui se font, ou vous êtes spécialisé sur les plus grosses par exemple? Alors non, et personne ne propose tous les cryptos. Aujourd'hui, des cryptos, tu en as à peu près, alors le chiffre varie, 15, 18 000 sur le marché. Il y a même des gens qui se sont amusés récemment à calculer le temps nécessaire pour créer un nouveau jeton, un nouveau token. C'est 27 secondes. Donc si tu veux qu'on lance tout à l'heure un token, on peut, il n'y a pas de problème, on le fait en direct. Donc il y en a énormément. Et dans ce débordement d'innovation, il y en a 99% qui aujourd'hui n'ont aucune valeur ou aucun intérêt. Donc nous, notre métier, ça va être de se concentrer sur les 100 ou 200 dont on pense qu'il y a un intérêt. Soit parce qu'effectivement elles sont grosses, donc sur le marché elles pèsent, soit parce qu'il y a une innovation technologique ou un usage qui est nouveau. Et justement, notre équipe va les analyser, et quand on va penser que, un, il y a un intérêt, et deux, on peut l'intégrer à des allocations de portefeuille, à des opportunités de placement pour nos clients, alors on va la mettre à disposition sur la plateforme. Okay. Et donc pour répondre à ta question, aujourd'hui on a plus d'une cinquantaine de cryptos disponibles, ce qui est déjà une belle couverture du marché, mais non, on n'ira pas en proposer 18 000, c'est pas du tout notre positionnement. On fait pas de trading, on fait pas de casino, on a vraiment un positionnement de dire on est là pour vous aider à construire votre épargne en crypto, et construire une épargne, c'est gérer le risque, c'est se projeter à 2, 3, 4 ans minimum. C'est pas aller jouer sur le PP Coin qui vient de sortir. C'est important, je pense, effectivement, tu mentionnais la tech qu'il y a derrière. En réalité, c'est vraiment ça je pense que, si tu peux nous en dire deux mots, parce qu'en fait, moi, si je comprends bien le marché, c'est que finalement, il y a l'aspect financier, et on va en parler un peu plus en détail sur tous les cas d'usage que vous avez pour détenir des coins, mais c'est aussi l'usage transactionnel de manière générale et technologique de ces, les fondements tech de ces, je connais moins bien, mais par exemple sur l'Ether, Ether 2, etc., t'as des changements technologiques qui vont servir dans d'autres cas d'usage, c'est bien ça? Oui, alors effectivement, il faut distinguer le fait d'acheter des bitcoins ou des Ethers à vocation d'investissement et pourquoi Bitcoin et Ether ont été conçus. Bitcoin à la base, si je prends cet exemple-là, n'a pas été conçu pour avoir un prix en euros ou en dollars. C'est d'abord une technologie qui a vocation à te redonner la propriété de ton argent. Juste, on va se le rappeler, hein, l'argent qu'on a à la banque ne nous appartient pas. Enfin, il n'existe pas. C'est une reconnaissance de dette de la banque en ta faveur, et chaque fois que tu payes, en gros, ta banque te dit « Ok, j'accepte de te rembourser la dette que j'ai envers toi, et donc tu peux payer ta baguette de pain, et tout se passe bien. » Moi, ça, tant que tout marche bien, pas de problème, mais on est en train de le voir aux États-Unis, il y a des cas où ça marche pas. Par exemple, quand tout le monde veut récupérer son argent en même temps, ou quand la banque devient insolvable. Et donc Bitcoin est créé pensé en 2008, créé en 2009, suite à la crise de 2007-2008, avec une technologie qui permet, de te redonner la main sur ton argent. Quand tu as tes bitcoins sur un portefeuille, ils ne sont qu'à toi. Il n'y a que toi qui peux signer la transaction. On ne peut pas te les prendre, il n'y a pas de dette sur Bitcoin. 2, d'avoir une création monétaire qui soit transparente et prévisible. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins en circulation, et il y a moitié moins de bitcoins qui sont libérés tous les 4 ans. Donc j'en profite, mais contexte inflationniste... À l'opposé, effectivement, des politiques de banque centrale qui, déjà en 2007-2008, arrosaient les marchés d'argent, mais dans une mesure qui était infiniment moindre que ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors après, les deux systèmes se comprennent, et on peut être d'accord avec les deux systèmes, mais c'est pas la même promesse. Et puis la troisième promesse de Bitcoin, c'était la décentralisation. C'était il n'y a pas d'acteur central, il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de groupe de pression, il n'y a pas de banque centrale qui contrôle le protocole. C'est un modèle qui est décentralisé et donc résistant à la censure ou non censurable. Ça, c'est les trois promesses technologiques. Et ça se retrouve aujourd'hui dans 3 cas d'usage, selon qui tu es, selon le pays dans lequel tu vis et selon ton économie. Nous, en Europe, on en parlait juste avant en off, on est en zone euro, ça marche plutôt bien pour l'instant et on espère que ça va durer. Donc, on a plutôt la vision de Bitcoin comme un investissement. C'est un actif rare, il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Si c'est rare et qu'il y a de la demande, son prix va augmenter, donc j'en achète un peu, son prix augmente et puis je revendrai quand il aura pris la valeur. Ça, c'est l'approche de 99% des Français et des Européens. Mais pour plein de gens, dans plein de pays, le Bitcoin, c'est aussi un moyen de paiement. Tu prends le Salvador, qui est le cas que l'on ressort régulièrement parce que le Salvador a reconnu Bitcoin comme étant monnaie en cours légale.
Au Salvador, tu peux payer en Bitcoin ton commerçant, mais tu peux aussi utiliser Bitcoin pour des transferts internationaux. On en reparlera, mais nous, on accompagne, tu l'as dit, 2000 entreprises aujourd'hui, une cinquantaine de plus tous les mois. Et de plus en plus, ces entreprises, non seulement elles viennent pour investir, mais elles viennent pour aussi faire des transferts internationaux, genre payer des fournisseurs ou recevoir des paiements de clients quand tu es dans l'import-export, par exemple, entre l'Europe et l'Asie ou l'Europe et l'Amérique latine. Et c'est moins cher et plus efficace de le faire avec un réseau Bitcoin ou Ether, et plus rapide, qu'avec un réseau de paiement traditionnel. Donc c'est pour ces cas d'usage-là que ça a été créé. Et puis la non-censurabilité, c'est utile quand tu as un contexte politique instable. Alors on connaît la situation en Ukraine aujourd'hui. Il faut se rappeler qu'en 2014, il y avait déjà une révolution ukrainienne, que le gouvernement en place avait bloqué les flux internationaux d'argent classique pour éviter que la révolution ne soit financée. Donc le seul moyen non censurable qu'ils avaient pour se faire financer, c'était Bitcoin, et tu avais donc des photos d'Ukrainiens révolutionnaires qui portaient des QR codes de Bitcoin pour pouvoir recevoir de l'argent. Et donc dès lors que tu n'as pas confiance dans ton état central ou que ton système bancaire est bloqué, je pense au Liban, ou que ta monnaie s'effondre, je pense à la Turquie ou l'Argentine, en fait tu as une instabilité politique et économique qui fait que tu vas t'intéresser à un modèle alternatif non censurable. Presque mieux que tu sois payé en fait dans une monnaie qui garde sa valeur que dans une monnaie qui ne vaut plus rien. Exactement, et la plupart du temps, tu as le choix du dollar, si le dollar est accessible, mais si le dollar ne l'est pas, ou si le dollar suit la dynamique des autres monnaies en perdant de la valeur, tu as une alternative non censurable qui est Bitcoin. C'est fascinant, mais du coup ça me pose d'autres questions, c'est qu'en fait vous êtes sur un marché qui est également quand même qui concurrence finalement le marché traditionnel, la puissance du dollar, et effectivement, tu le mentionnais au début, un des partis pris que vous avez, c'est d'être accessible et d'être dans un cadre légal et réglementé. On parle aussi beaucoup d'IA en ce moment. C'est des choses, c'est des réglementations qui sont en train d'être mises en place, des produits qui sont parfois mal compris. Comment est-ce que justement tu arrives à gérer cette complexité induite de par l'innovation qui est la blockchain, peut-être même d'ailleurs, c'est un peu ça auquel je voulais, enfin le côté technologique, quoi, c'est ça, non, c'est la techno de la blockchain en fait derrière. Oui, maintenant la techno de la blockchain, elle existe depuis longtemps déjà. En fait, Bitcoin en 2009, le white paper en 2008 et la mise en production des premiers bitcoins du Genesis Block le 3 janvier 2009, en fait, agrège des technologies qui existent déjà, mais c'est plutôt une innovation, enfin pour moi, ma vision, c'est que c'est plutôt une innovation sociale que technologique. Parce qu'une blockchain, ça existait déjà, c'est une base de données, mais c'est une base de données qui n'est pas très efficace. C'est lent, c'est coûteux, c'est vraiment, enfin je veux dire, c'est pas, tous les cas d'usage, notamment d'IA dont tu parles, aujourd'hui, ils ne sont pas construits sur des blockchains, ils sont construits sur des bases de données qui permettent de gérer des données de masse et faire des calculs à gros volume très rapidement. C'est pas du tout ce que permet une blockchain. En revanche, si sur une blockchain, tu arrives à mettre en place un modèle économique qui permet de récompenser les gens qui se comportent bien, de manière à ce que tu aies un système qui tourne sans avoir besoin d'un acteur, d'un policier central qui contrôle, là, tu as une innovation sociale parce qu'en fait, tu as un système monétaire et transactionnel mondial qui fonctionne sans avoir besoin d'une autorité de contrôle. Le code, c'est la loi, et quand tu adhères à Bitcoin, c'est-à-dire que tu fais tourner un nœud ou que tu mines ou que tu fais un transfert, tu te plies aux règles du code et ces règles, elles s'appliquent à l'ensemble des utilisateurs. Et tout ça, ça tourne parce que justement, Bitcoin a créé un jeton qui est émis et qui permet de récompenser le minage, et avec des règles qui font qu'il prend de la valeur, etc. Donc c'est plutôt une innovation économique et sociale plutôt qu'une innovation technologique. Maintenant, pour revenir sur le cadre réglementaire, c'est sportif. En fait, c'est une particularité de ces marchés qui sont complètement naissants et donc qui n'ont pas de cadre réglementaire préétabli. Ce qui suppose qu'un régulateur, le régulateur français, par exemple, le législateur français et puis les organes de régulation, AMF, ACPR, Direction Générale du Trésor, doivent déjà s'approprier ces mécanismes, les comprendre et les réguler et les contrôler. Et ça, c'est compliqué et c'est long. Donc, en 2017, par exemple, si tu vas sur YouTube, tu as une audience au Sénat où on intervient, nous, CoinHouse, justement pour appeler à la régulation. Et tu vois dans les questions qui sont posées par les sénateurs que le niveau de maturité n'est pas vraiment là. On n'est pas encore là. Et la première réglementation qui se met en place, c'est la loi Pacte en mai 2019 en France, qui permet à l'AMF d'enregistrer des acteurs en tant que PSAN, prestataire de services sur actifs numériques. Et nous, on était le premier acteur enregistré en mars 2020. Et donc vous allez sur le site de l'AMF, vous avez la liste des acteurs aujourd'hui enregistrés, et puis je vous conseille le premier, mais il y en a d'autres. Et donc déjà c'était un premier cadre réglementaire, mais qui s'applique, il faut bien le comprendre. Tu réglementes pas une technologie, tu réglementes pas Bitcoin,
Il est non censurable. Donc, quand un pays interdit Bitcoin, on rigole. Enfin, tu peux pas. Par contre, tu peux réglementer des acteurs. Et c'est là où il faut faire la différence. Tu as la technologie, donc Bitcoin, le réseau, qui lui est décentralisé, non censurable, possédé par personne et contrôlé par personne. Et puis tu as des acteurs comme CoinHouse qui te permettent d'acheter les Bitcoins et d'accéder à ce réseau. Et CoinHouse, c'est une société, et en tant que société, elle doit être régulée parce qu'effectivement, on touche à des notions d'argent, d'investissement, de risque, et donc on doit rentrer dans un cadre réglementaire. Donc ce cadre, il a été défini au niveau français d'abord, européen maintenant, puisque tu vas avoir un cadre européen qui s'appelle MiCA, qui va s'appliquer au niveau de l'Union européenne d'ici 2 ans à peu près. Sauf que pendant que le régulateur régule, l'innovation, elle ne s'arrête pas. Et donc dans le cadre réglementaire français actuel et européen qui a déjà été voté, qui doit s'appliquer dans 2 ans, il n'y a déjà pas les dernières innovations autour de la finance décentralisée et des NFT. Et c'est normal, parce qu'en fait le régulateur a besoin de temps pour comprendre ces technologies et pour savoir exactement quelle loi lui appliquer. Parce que si tu régules un NFT aujourd'hui comme tu régules un produit financier, t'as rien compris et en fait tu vas tuer tout son potentiel dans le gaming, dans l'art, dans la supply chain, etc. Donc tu as un enjeu quand tu gères une société dans ce marché-là, tu as une sorte d'épée Damoclès qui va un peu décider de ta vie et de ta mort selon où va tomber le couperet réglementaire. Tu sais pas. Et donc, effectivement, tu sais pas trop, tu dois naviguer. En ce moment, c'est beaucoup ce qu'on appelle avec beaucoup de guillemets les influenceurs, mais en gros, toute personne qui fait de la pédagogie autour des cryptos, qu'elle soit, qui est rémunérée pour ça, où il y a une réglementation qui est en train d'être décidée, et qui, selon la façon d'écrire le texte, va signer la vie ou la mort de cet écosystème qui s'est créé. Et donc ça te crée une incertitude qui est assez forte. C'est pas comme, je sais pas, le marché immobilier où il y a de l'évolution réglementaire, bien sûr, il y a des évolutions permanentes, mais il y a quand même une bonne stabilité et un cadre dans lequel tu sais que tu peux évoluer. En fait, je voulais revenir sur le point de ton acquisition de clients, typiquement. Moi, j'ai fait partie de ces personnes, je pense, en 2020 qui ont acheté de la crypto, le marché. En fait, j'ai vu en fait, parce que je travaille aussi avec une entreprise historiquement un truc qui n'existe plus mais qui permettait, et je pense qu'il faudrait qu'on fasse un petit point là-dessus sur le fait de pouvoir acheter et de pouvoir stocker, qui sont 2 choses différentes. Mais du coup j'ai acheté et je sais qu'il y a eu des grosses variations d'intérêt de par peut-être des éléments que tu pourras nous dire, mais essentiellement drivé par de la spéculation à un moment donné, du prix, etc. Ça s'est retombé à un moment donné. Donc en fait, vous êtes sur un marché qui est extrêmement volatile également. Comment toi, tu as pu gérer ces variations-là? Et comment, dans ce cadre-là, en fait, tu te dis quasiment que ton acquisition client, c'est même pas toi qui la maîtrise. En tout cas, moi, ça m'a donné cette impression-là en travaillant avec cette société-là, qu'elle était finalement un peu sujette aux variations du marché. Est-ce que c'est le cas? Comment toi, tu arrives justement à te détacher de ça et à faire en sorte que ce soit pas juste de la spéculation et tout à l'heure, on en parlait, mais je pense que le marché a vachement évolué aussi ces dernières années, où c'était peut-être un monde de novices qui s'est dit bon bah c'est l'Eldorado, j'y vais. T'en as qui gagnaient des millions à Dubaï, etc. Et à quelque chose de beaucoup plus, on va dire, cadré et une stratégie finalement de diversification financière, quoi. T'as 4 ou 5 heures devant toi? Ouais, alors, je vais essayer de reprendre les questions, de pas en oublier, mais alors effectivement, tu as raison, c'est un marché qui est volatile, mais il faut prendre un peu de recul. C'est un marché sur lequel il y a des cycles. En tout cas, jusque-là, ces cycles n'ont pas été remis en cause. Et ces cycles, globalement, sont des cycles de 4 ans, qui d'ailleurs sont liés au code de Bitcoin, hein, puisque tous les 4 ans, tu divises par 2 la création de Bitcoin mis en circulation. Et comme Bitcoin est la première crypto de l'ensemble de l'écosystème, ça continue à marquer le temps de l'écosystème crypto. Et donc, on est sur un marché où vous allez avoir 2 ans de forte hausse, enfin une bonne hausse, et ensuite une explosion généralement bullière avec une euphorie sur la 2e année. Une année de forte baisse, où là vous avez moins 80%, Bitcoin fait moins 80%. Une année de stabilisation plate, où les gens s'en désintéressent. Et on repart. Une année de forte hausse, une année d'explosion, une année de forte baisse, une année de stabilisation. Et quand vous prenez du recul, ça a été le cas depuis 4 cycles. Donc 2014, baisse, 2015, stabilisation, 2016, reprise, 2017, explosion du prix du Bitcoin jusqu'à 20 000 $. 2018, baisse, 2019, marché plat, 2020, reprise, 2021, explosion du Bitcoin jusqu'à 69 000 $. 2022, moins 80%, et là on est en 2023 avec ce marché plat. Il est remonté un petit peu là, non? Alors quand je dis marché plat, c'est que c'est jamais plat, effectivement ça remonte, ça descend, mais enfin il n'y a pas de tendance générale, il y a eu une bonne reprise depuis 3-4 mois et c'est très bien.
mais ça va rebaisser et il n'y aura pas d'euphorie avant probablement l'année prochaine. Donc ça a plusieurs impacts. Ça a des impacts pour le public que tu adresses, donc en termes d'acquisition, ça a des impacts pour ta gestion de la société et ta structure, et puis d'un cycle à l'autre, tu peux quand même avoir les mêmes phénomènes mais sur des populations différentes. Donc je vais essayer de découper les trois aspects. Déjà sur l'acquisition de clients, effectivement, quand tu as des fortes hausses, c'est là où les médias vont en parler. Et il va y avoir une accélération, et quand le Bitcoin va passer des sommets, là tous les médias vont en parler, et donc c'est même pas plus l'effort d'une entreprise d'acquisition, c'est tout le monde en parle, et donc du coup tout le monde se jette dessus, et ça crée cette euphorie-là. Et donc c'est des moments où tu as des très fortes acquisitions, mais comme tu dis, cette acquisition, elle n'est pas forcément du fait de l'entreprise. Par exemple, en 2021, j'avais essayé de calculer justement la corrélation entre nos efforts, qu'est-ce que l'on fait et quel est l'impact sur notre acquisition. Et mon estimation sur la période du premier semestre 2021, c'est que la croissance de CoinHouse à l'époque, on pouvait se l'attribuer à nos efforts pour la moitié. Et l'autre moitié, c'était qu'on avait la chance d'être dans un marché haussier, de manière à savoir en fait si nos efforts payaient ou pas. Inversement, quand tu as un marché qui s'effondre, alors là c'est la catastrophe, et pareil, les journalistes en parlent tant que ça s'effondre en mode il faut surtout pas y aller. Et puis après, quand tu as des marchés plats, tout le monde s'en désintéresse et personne n'en parle. Et donc quand personne n'en parle, c'est très difficile évidemment d'aller convaincre, c'est beaucoup plus dur, donc ça se retraduit, alors si on parle de canaux d'acquisition, par exemple digitaux, ça va se retraduire dans des coûts d'acquisition plus élevés parce qu'il faut plus de touchpoints pour amener. Si tu parles de canaux d'acquisition plus offline, notamment sur les entreprises, à travers l'événementiel ou des rencontres, ça veut dire du relationnel plus long terme pour amener à l'action. Donc effectivement, ça demande plus d'efforts. Donc tout ça, ça doit s'ajuster en permanence en fonction de ton niveau de rentabilité. Et donc ton acquisition de clients, effectivement, fait le yo-yo comme le marché. D'ailleurs, un challenge, c'est une de tes questions, c'est comment est-ce qu'une entreprise peut arriver à se décorréler de ça au maximum. Et il y a deux réponses courtes, et on pourrait y revenir après. La réponse courte, une, c'est tu peux pas. Enfin, tu peux pas totalement, c'est juste impossible. Quand tu prends toutes les grandes entreprises, même les plus gros groupes mondiaux en crypto, ils ont exactement les mêmes effets. Mais tu peux un peu. Et tu peux un peu quand tu te focalises sur des populations particulières, je vais y revenir, et quand tu proposes des produits qui sont intéressants, quel que soit le cycle de marché. Je vais y revenir aussi parce que ça, c'est la deuxième branche de CoinHouse et qui adresse plutôt les entreprises. En interne, ça veut dire qu'on n'a pas du coup une croissance linéaire. Ou en tout cas, les croissances lisses attendues de la part des startups UCO, ces belles exponentielles qui montent, oh, tu fais x2 chaque année, donc tu as fait x8 en 3 ans, tout ça, ça n'existe pas en crypto. Tu vas faire x2 une année, x7 l'année suivante. C'est des vrais chiffres. Hein. 2020-2021, CoinHouse fait x7,5, je crois. Donc x7,5, il faut imaginer ce que ça veut dire en termes de, sur 12 mois, gérer la croissance. C'est un enfer. Mais après, tu fais moins 50%, puis moins 30%. Et puis tu reprends x3, x7. Donc tu as les mêmes effets multiplicateurs sur du long terme que dans une scale-up classique, mais en dents de scie, si tu veux, avec une montagne russe intermédiaire qu'il faut gérer d'un point de vue business, donc P&L de l'entreprise, et humain. Et puis la troisième partie de ta question, c'était la nature effectivement des acteurs. Globalement jusqu'en 2019, tu es sur un marché qui est beaucoup drivé par des particuliers. Que ce soit des particuliers, on va dire comme toi et moi, qui allons mettre un peu de nos économies en crypto, ou que ce soit des particuliers fortunés qui mettent des gros tickets, mais c'est plutôt des particuliers convaincus. À partir du moment où tu as un cadre réglementaire et une institutionnalisation du marché, tu vas pouvoir adresser les entreprises. Et ce cadre réglementaire, il arrive en France, je l'ai dit en 2019, avec l'enregistrement de CoinHouse en mars 2020. Mais c'est vrai aussi aux États-Unis. Tu as eu les premières futures sur Bitcoin fin 2017, et puis tu as eu de plus en plus des acteurs institutionnels qui ont pris ce marché-là, avec le fonds Grayscale, par exemple, du groupe DCG qui a été construit, qui a été monté. Et donc, à partir de là, tu vas adresser des acteurs plus professionnels. Et dans les acteurs plus professionnels, tu vas en avoir trois types, si je caricature. Les entreprises, TPE, PME, TI, je sais pas, ton cabinet d'avocat, promoteur immobilier, un logisticien, un vendeur de marchandises, que sais-je, qui ont de la trésorerie et qui du coup, comme il y a un cadre réglementaire, comme il y a un cadre comptable, comme il y a un cadre fiscal, vont pouvoir investir de leur trésorerie en crypto. Tu vas avoir des institutionnels type fonds d'investissement, qui vont du coup vouloir exposer une partie de l'actif en crypto. Et on reviendra sur ta question de la conservation, je ne l'ai pas oublié, mais c'est un vrai sujet. Et puis tu vas avoir aussi des intermédiaires financiers, c'est-à-dire des banques privées, des family office et des gestionnaires de patrimoine. Tu es gestionnaire de patrimoine depuis 2020, il y a un cadre réglementaire établi, tes clients te disent bah, « moi je veux de la crypto dans mon patrimoine », bah, comment tu fais? Par qui tu passes? Tu ne vas pas le faire tout seul,
Donc il faut que tu passes par un acteur qui est régulé par l'AMF, qui a des produits à te proposer, comme tu irais voir, je sais pas, des assureurs pour des assurances vie ou des parts de SCPI. La SCPI, ouais. Exactement. Et donc ça, ce sont des nouveaux acteurs depuis 2020, et vraiment la vague depuis 2020, c'est ces nouveaux acteurs-là qui sont arrivés sur le marché. Okay. Pour autant, ils ont le même comportement selon les phases de marché, c'est-à-dire que quand personne n'en parle, comme les clients des family office ou des CGP leur en parlent pas, ils en vendent pas, et quand il y aura une phase haussière et que tout le monde en parlera, ils en vendront. Voilà globalement les grands enjeux qu'impose un marché en dents de scie. Et toi, c'est vrai qu'en termes de gestion, ça doit être, ça va, t'es bien accroché pour. On s'ennuie pas. Ah ben, non, alors il faut. Parce que c'est quand même, on se le dit comme ça en rigolant, mais x7 et moins 50. En termes de gestion d'entreprise, clairement, c'est sportif, quoi, parce que ça veut dire qu'il faut tout réajuster. Ouais, en permanence. En permanence, quoi. C'est une particularité sur laquelle il ne faut pas mentir, notamment quand on recrute, sur l'intensité de ce marché-là. Ça se traduit par une énorme capacité à devoir décider vite, et souvent dans l'incertitude, pour pouvoir s'adapter rapidement. Et ça, c'est perturbant. Enfin, je veux dire, je sais que dans toute start-up ou même dans des grands groupes, on travaille beaucoup sur la culture du changement et le fait de pouvoir être agile et blablabla, blablabla. Ouais, mais en même temps, il y a la réalité et la pratique. Et là, la réalité en crypto, elle frappe fort, à la hausse ou à la baisse, et donc faut déclencher très très vite. Pourtant, je pense qu'il y a des gros avantages, c'est aussi la résilience voilà, comme des process, des équipes, etc. C'est quand tu as l'habitude d'avoir vécu 3-4 cycles. Exactement. Déjà, tu prends avec beaucoup de recul, c'est-à-dire que tu connais le jeu, donc tu sais, donc il n'y a pas de stress particulier, hein, c'est juste qu'il faut gérer. Et puis surtout, on a... alors peut-être que je m'aveugle un peu en disant ça, mais je trouve qu'on a la chance, en tout cas moi personnellement j'ai la chance, de travailler avec des gens à la fois brillants, passionnés et tenaces. C'est-à-dire qu'ils savent pourquoi ils sont là, ils savent qu'il y a une révolution en cours, même si on ne sait pas encore quelle forme elle va prendre d'ici 5-10 ans. On a des sentiments, il y a des pistes, mais on ne sait pas encore. On sait qu'on l'a construit, on sait que ce n'est pas simple, et que c'est une vraie aventure hyper intense, et de temps en temps on sort des bouteilles de champagne, de temps en temps on prend des claques, et en fait il y a une vraie solidarité et une vraie émulation dans le groupe. Alors c'est vrai au sein de l'entreprise, c'est très vrai au sein de l'entreprise, c'est vrai aussi dans l'écosystème, ouais. C'est-à-dire entre acteurs du secteur. Tu me verras sans doute jamais, alors pour l'instant c'est pas le cas, si un jour je le fais, appelle-moi et dis-moi que j'ai déconné, mais tu me verras sans doute jamais critiquer un acteur parce que y a eu un problème. En fait, il y a toujours des problèmes et ils sont là pour les résoudre et pour bosser. C'est assez bienveillant et il y a une vraie passion dans l'écosystème. C'est un écosystème aussi de passionnés, d'enthousiastes et de... Ouais, beaucoup. Après, la passion et l'enthousiasme fait que des gens peuvent se taper dessus aussi parce qu'ils sont pas d'accord, et c'est normal. Bien sûr. Tu peux avoir des grands débats dans l'écosystème, mais oui, il y a une émulation que je n'avais retrouvée dans aucune autre industrie dans laquelle j'avais travaillé précédemment. Et donc là, en termes de persona, concrètement, pour l'instant, là en ce moment même... Sur les clients Clan Adresse ? Oui, tu te concentres sur... Enfin, vous vous concentrez sur quelle typologie justement d'acteurs? Est-ce que, typiquement, je parlais avec justement un acteur de la SCPI récemment, eux, ils ont une stratégie qui est de distribuer via justement des CGP. Donc, ils ont un gros play là-dessus, je crois que c'est une grosse partie de leur acquisition, même s'ils distribuent en direct. Est-ce que c'est vrai pour toi aussi aujourd'hui? Tu as une distribution intermédiaire, du coup? Alors, ça en fait partie. Nous, on a 6 audiences, et dans un marché baissier, on va se focaliser sur 3 ou 4. Donc déjà, pour reprendre le contexte, nous, notre mission en tant qu'entreprise, c'est de permettre à toutes et tous de bénéficier de la révolution des cryptos. Alors c'est assez large, parce que toutes et tous, ça veut dire différents segments de la population, différents types d'acteurs, et bénéficier d'eux, ça va dépendre de qui tu es. Initialement, c'était pour l'investissement, mais de plus en plus pour des cas d'usage. Donc pour essayer de simplifier tout ça, on a découpé notre approche en 6 grandes audiences. Tu as l'investisseur, on va dire le particulier un peu classique, c'est-à-dire des gens qui vont investir quelques dizaines, quelques centaines, peut-être quelques milliers d'euros en crypto. Et eux, ils vont le faire à travers une application où ils ont une fonctionnalité d'achat récurrent. Là, tu vas être sur de l'acquisition, tout ce qui peut être de plus classique en B2C, et notre persona, ça va plutôt être quelqu'un qui a qui commence à avoir des revenus stables. Donc à partir du moment où tu as ton premier job, après 23-25 ans, on va dire. Cette audience-là, c'est celle qui s'effondre le plus en marché baissier. Donc typiquement, moi j'avais été très fier en 2021, on avait fait une campagne dans le métro à Paris, puis dans les grandes villes en France, on avait amené Bitcoin dans la rue pour le présenter aux gens, c'était une première en France. Bon, ça sert à rien de faire ça maintenant,
parce que globalement, le grand public s'en fiche. Donc, elle existe, on continue nos efforts d'acquisition, mais on l'a mise un peu en sommeil. Ensuite, il y a les particuliers fortunés, des gens qui cherchent une banque privée, mais une banque privée de la crypto. Et comme on a, nous, une offre spécifique de gestion privée, qui permet de t'accompagner dans ta gestion de patrimoine en crypto, et que ce public-là est un public plus averti, ils comprennent que c'est le moment d'investir, c'est le moment de venir justement s'exposer quand le marché est bas, et donc cette audience est une audience prioritaire. Troisième audience qu'on adresse en direct, c'est les entreprises, j'en ai parlé tout à l'heure, TPE, PME, ETI notamment, pour de l'investissement. Et là, ils sont moins dépendants des cycles crypto, ils sont plus dépendants de est-ce qu'ils ont de la trésorerie stable à placer. Je te dis, en ce moment, on a quand même, on ouvre une 50aine de comptes entreprises par mois dans un marché baissier, c'est pas rien du tout, hein. Enfin, tu doubles très vite ta base à ce rythme-là, et on montera sans problème à plusieurs centaines quand le marché repartira. Et on fait ça parce qu'en fait, on est les seuls sur le marché à pouvoir adresser proprement les entreprises. C'est-à-dire, tu peux ouvrir un compte entreprise, tu peux avoir des factures, tu peux avoir un bilan d'investissement, tu peux avoir un conseiller pro qui te parle, tu n'as aucune autre plateforme qui fait ça. Donc ça, c'est aussi une deuxième priorité, c'est donc les particuliers fortunés et les entreprises. Et ensuite, 3 catégories plus institutionnelles. L'intermédiation, donc les sociétés de gestion de patrimoine, les family office et les banques privées. Eux, ce sont des populations qui sont intéressées parce qu'ils savent qu'ils doivent l'intégrer. Ils sont intéressés par Coinhouse parce que Coinhouse est régulé et a des produits qui sont structurés pour leur répondre. Et donc, c'est évidemment une grosse audience. Donc, typiquement, tu connais peut-être le salon Patrimonia qui a lieu tous les ans à Lyon. On est à Patrimonia tous les ans. On y sera cette année. C'est une population que l'on adresse en permanence et qui nous fait effectivement un réseau de distribution intermédiaire. Des partenaires avec des banques privées aussi. Philippe Odo, par exemple, de la Banque Odo BHF, l'a annoncé dans les Échos, qui avait un truc en préparation pour 2023. Il nous a un petit peu coupé l'herbe sous le pied, mais c'est très bien, il a fait du teasing. Donc oui, les banques privées ont besoin de proposer cet actif à leurs clients. Et donc on travaille même attirer des clients qui, une population potentiellement intéressée par eux-mêmes, c'est un produit qui se doivent de proposer pour acquérir eux-mêmes leurs clients. Ouais, pour acquérir et les retenir. C'est-à-dire que tu as des clients qui les demandent, donc tu dois avoir des réponses. Et puis surtout, quand tu es une banque privée, généralement, tu vas adresser une famille. Alors, la structure quand même majoritaire, c'est une famille avec des parents, alors, seuls ou mettons qu'ils sont ensemble, plutôt âgés, et puis des enfants qui sont entre 30 et 50 ans, les enfants quand même. Donc c'est plutôt la génération des enfants qui va être demandeuse. Et donc la banque privée doit fidéliser sa famille en lui proposant ces nouvelles classes d'actifs, et c'est une classe d'actifs qui est demandée. Donc ils doivent avoir des solutions pour ça. Tu as une cinquième audience qui sont les fonds d'investissement. Et là, c'est pas forcément dépendant du marché, enfin un peu parce qu'il y a quand même une tendance sur le marché des fonds d'investissement, mais là qui dépend plus de la macroéconomie que des marchés crypto. Et tu as beaucoup de fonds d'investissement qui vont investir dans des projets innovants, des projets Web3. Je sais pas pourquoi c'est cet exemple qui me vient en tête, mais l'équipe d'Ogami, si vous m'entendez, voilà, vous êtes un fonds d'investissement, vous investissez dans Dogami. Dogami sort des tokens et vous livre des tokens parce que vous avez investi. Vous avez des tokens dans votre fonds d'investissement et il vous faut un dépositaire, une crypto-banque qui conserve ces tokens pour vous. Alors ça, c'est une offre Coinhouse pour les fonds d'investissement, de conserver la crypto et d'être dépositaire pour des fonds d'investissement. Ce que l'on fait aussi pour des particuliers. Et donc ceux-là, on les adresse. Et la sixième audience, celle dont je n'ai pas du tout encore parlé, c'est les grands groupes qui ont des projets Web3. Notamment aujourd'hui, on travaille avec la moitié du groupe du CAC 40. Eux, leur problématique n'est pas du tout d'investir. Aujourd'hui, ils n'ont pas encore la maturité de se dire « Ok, je saute le pas et je vais avoir des cryptos à mon bilan ». En revanche, ils ont des directions innovation qui montent des projets Web3. Tu n'as pas dû louper les drops de NFT, je sais pas, de Renault, de Gucci, de Lacoste, etc. Parce qu'ils s'approprient ces nouvelles technologies pour voir quel est l'intérêt pour eux. Il y a des vrais cas d'usage qui peuvent être pas du tout liés à l'investissement. Je te prends un exemple, c'est le luxe. Je suis une marque de luxe, j'ai deux choix. Soit je produis ma collection et j'essaie de la vendre, au risque qu'elle ne marche pas ou d'avoir des stocks. Soit je produis des NFT qui représentent les produits que je vais vendre, je vends ces NFT, et je sais combien j'en ai vendu, et ensuite je lance ma production. Donc ça, c'est un cas d'usage industriel qui est intéressant pour l'optimisation réelle. Voilà. Il y en a en supply chain, il y en a dans le gaming, il y en a dans plein de grands groupes, des cas d'usage intéressants. Et donc les directions innovation se les approprient pour tester, pour voir ce qui marche pour eux. Le problème, c'est que quand tu lances des NFT, tu récoltes des Ethers. Où est-ce que tu les mets, ces Ethers? C'est pas ton DAF qui va sortir une clé Ledger ou un wallet MetaMask pour aller stocker les Ethers sur, voilà, et stocker sa clé, noter ses 24 mots ou les marquer au burin sur une bague de titane. Donc ils ont besoin d'un conservateur. Deux, le directeur financier ou la directrice financière va te dire « mais moi je veux pas être soumis à la volatilité ». Ou alors je veux pas de crypto à mon bilan parce que j'ai pas du tout envie d'avoir ça dans mes livres.
Donc je veux que tu me les convertisses automatiquement en euros, et que je veux juste recevoir un virement en euros. Donc ce qu'on fait aussi. Et ta directrice juridique va te dire, moi je veux m'assurer que réglementairement parlant, on est complètement sécurisé, et donc je travaille avec un acteur régulé qui a toutes les diligences possibles. Et donc ça, c'est une 6e audience que l'on n'adresse pas du tout par la thématique investissement, mais plutôt par la fourniture de technologies en SaaS, où en fait on va leur donner les briques pour pouvoir faire tourner leur projet Web3. C'est intéressant. Et par rapport à ces audiences, quelle est dans les grosses masses ta répartition de business focus, ouais. Alors le business historique de CoinHouse, c'est la plateforme d'investissement, c'est la crypto-banque, donc aujourd'hui c'est l'essentiel du business. Tu vas avoir 20-25% du business sur les clients classiques, la première audience, 30% sur les particuliers fortunés et 45% sur les entreprises. Les entreprises arrivent quasiment à 50% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. D'accord. Les autres, alors sur la distribution, je l'ai intégré dans le reste, puisque ça alimente plutôt les autres buckets. Et le custody de fonds ou les projets Web3, c'est naissant. Donc ça va représenter quelques pourcents aujourd'hui de notre CA, mais l'objectif c'est d'en faire une branche entière qui soit justement décorrélée des marchés et que ça devienne une deuxième entreprise dans l'entreprise. D'accord. Et juste pour refaire le point, parce que tu parlais justement du stockage de ces Ethers, donc vous pouvez stocker également. Comment ça se passe, hein, Alors si je prends le cas où tu viens d'acheter des bitcoins et des Ethers et tu te dis comment est-ce que je vais les stocker, tu as 2 options. Parce que déjà quand je les achète, ouais. Je les achète à qui et toi tu prends une com sur ça? Ouais, alors quel est le flux? Tu veux acheter des bitcoins, donc tu as des euros, tu veux acheter des bitcoins et des Ethers. Tu viens chez CoinHouse, tu ouvres ton compte CoinHouse et tu vas acheter des bitcoins et des Ethers à CoinHouse. Ok. À CoinHouse, et CoinHouse te les livre. Et là, tu as un choix, soit tu gardes tes cryptos et tes cryptos sur ton compte CoinHouse, et nous on les conserve pour toi et on les sécurise. Et pour les sécuriser, on utilise la technologie Ledger Enterprise, qui est le Ledger Vault, qui est la solution la plus sécurisée du marché aujourd'hui, et on les sécurise pour toi. Par contre, il faut que tu sécurises évidemment ton accès à ta plateforme. Mais alors là, c'est pas du physique. Alors là, c'est du physique, mais géré chez CoinHouse. Mais chez vous? Chez nous. Ok. Donc c'est délégué à CoinHouse, et en fait, toi, d'un point de vue client, tu as ton application ou tu as ton interface web, tu t'es connecté un peu comme à ton profil bancaire, et par contre, on a vraiment les cryptos, elles sont vraiment dans nos... C'est vraiment un vault. On a vraiment un vault, oui, on a vraiment un vault. Mais après, c'est pas un coffre-fort, hein. Ouais. Les cryptos sont sur la blockchain, mais en fait, ce qu'on sécurise, quand on parle de sécuriser la conservation des cryptos, personne ne conserve les cryptos. Même toi, quand tu les as sur un Ledger Wallet, en fait, elles sont pas sur ton wallet. Ce que tu sécurises, c'est la clé d'accès à la crypto. Ok, ouais. Ce qui fait que quand tu perds ta clé d'accès, en fait, elles n'ont pas disparu. Elles sont sur la blockchain, tu vois exactement où elles sont, c'est juste que tu peux pas y accéder. Donc c'est pas qu'on les a volées, c'est imagine, tu as dans ton salon un coffre-fort en verre, tu vois que l'argent est là, mais tu peux plus y accéder. Moi, je crois que ça m'est arrivé parce que j'ai une clé Ledger, mais j'ai un peu des doutes là sur le mot de passe. Donc, Ah bah il faut qu'on regarde. Bah viens chez nous, mais pour le coup, on a des services techniques qui peuvent voir si on peut faire quelque chose pour toi, mais je vais pas être trop optimiste. Mais voilà, donc quand tu conserves, tu as 2 choix. Soit tu délègues à quelqu'un, par exemple CoinHouse, soit tu prends toi-même sur une clé Ledger ou sur un autre wallet. Avantage, inconvénient. Quand tu le fais sur une clé Ledger, avantage, tu es libre. C'est vraiment la pureté de not your keys, not your coin, c'est-à-dire tu as la main, tu as vraiment tes fonds et tu ne dépends de personne. Inconvénient, tu es entièrement responsable. Tu perds tes clés, c'est fini, tu n'as plus tes fonds. Donc c'est comme avoir de l'argent sur son matelas. Quand tu délègues à une entreprise comme CoinHouse, l'intérêt c'est que justement tu n'es pas responsable au sens où c'est nous qui portons la responsabilité de la conservation. Tu es responsable de l'accès à ton compte sur la plateforme, mais après tu n'as pas besoin de t'embêter avec ta seed, etc. Inconvénient, c'est que tu dépends d'un acteur en qui il faut avoir confiance. Et donc quand tu fais ça, il faut bien choisir cet acteur. Nous par exemple, donc il y a plusieurs dimensions à regarder. Comment ils conservent? Donc nous on utilise une technologie Ledger Vault, je l'ai dit, puisqu'on est issu de Ledger à la base, donc bon, logique. 2, les cryptos de nos clients ne sont pas à notre bilan. Ça veut dire qu'en fait si demain CoinHouse faisait faillite, on ne pourrait pas utiliser les cryptos de nos clients pour payer nos dettes. tu fais pas un SB, un SB... Un FTX, SBF, non, déjà non. Puis lui encore, c'est encore plus grave. Mais ce que je veux dire, c'est qu'imaginons que demain CoinHouse disparaisse, on va juste dire à nos clients, ou créez un portefeuille ailleurs et on vous envoie aux cryptos. On ne peut pas les utiliser pour payer nos dettes. Et puis après, tu as la réglementation qui s'applique à cette entreprise, c'est-à-dire si jamais tu as un problème, si jamais tu as un contentieux, vers qui tu peux te retourner. Et là, c'est évidemment hyper important de bosser avec une entreprise régulée par l'AMF, la CPR. Tu peux aller au tribunal si jamais tu as un problème. Voilà, au moins tu peux te retourner, quoi. Et donc en fait, vous avez du stock. En fait, vous achetez sur le marché. Et derrière, c'est vous qui fournissez vos clients lorsqu'ils achètent chez vous, quoi. Tu achètes un Bitcoin chez nous, en fait, tu l'achètes à CoinHouse. Et dans le même temps, en fait, en parallèle, CoinHouse se rachète sur les marchés. Okay.
Donc on a plusieurs fournisseurs de liquidités pour s'assurer de fournir le meilleur prix au moment de l'achat. Et en fait, c'est CoinHouse qui s'achète des cryptos elle-même pour compenser celles qu'elle te livre. Et donc c'est bien à CoinHouse que tu achètes et à CoinHouse que tu vends. Et ça aussi, d'un point de vue réglementaire, c'est intéressant, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises, c'est que tu n'achètes pas des cryptos à une plateforme qui n'est pas régulée. Tu achètes des cryptos à une plateforme qui est régulée, tu as une facture. Donc pour tes impôts ou pour ta compta, tu as une facture qui te dit, bah voilà, j'ai acheté auprès de cet acteur. Pour conclure un peu notre échange, tu vois, quelles sont les grosses innovations, enfin, quelle est ta vision sur le futur de ce marché-là? Où est-ce que tu as envie, en tout cas, d'aller? Tu as toujours 5 heures devant toi. Question assez large, mais peut-être que je reformule un petit peu ma question, mais moi, personnellement, en tant que à la fois dirigeant d'entreprise et particulier, c'est vrai que quand tu vois ce qui se passe de manière macro sur les marchés, parfois ça fait un peu flipper. Tu te dis, bon bah, ce serait peut-être mieux que j'ai mon argent sur un vol quelque part. Bon, J'ai un dirigeant qui m'a tenu ce discours-là récemment et du coup il m'a dit, je prends ma police d'assurance. C'est ça. Alors, je vais même encore reprendre un pas de recul. Tu prends la population, tu prends 100% de la population. Comment ça se répartit? Tu as déjà ceux qui viennent pour de l'investissement ou ce type de réflexion sur je veux protéger, je veux un système alternatif pour me protéger mon épargne. C'est pas la majorité de la population. Je veux dire, mes sœurs, mes cousins, mes parents, mes potes, au quotidien, ils regardent pas ça, ils s'en fichent. Et la majorité de la population, malheureusement, n'est pas au fait de ces sujets-là. Donc la thématique de l'investissement ou de la protection de son capital avec Bitcoin, ça va concerner peut-être 15-20% de la population à terme. Aujourd'hui, on est à 11% en France, à peu près. Donc ça, c'est un premier enjeu, c'est comment est-ce que tu apportes de l'innovation pour faciliter l'accès à ces gens-là. Mais c'est déjà globalement le cas, tu peux acheter de manière récurrente, tu peux nous confier tes fonds, on a les systèmes de conservation, toutes ces offres, elles sont déjà là, il faut simplement faire l'éducation pour adresser le marché. Maintenant, comment tu fais pour que 80 ou 90% utilisent ou bénéficient de la crypto sans passer par la thématique de l'investissement? Et ça, c'est en termes d'innovation et de vision du futur, un truc qui est intéressant. T'as pas besoin de connaître le fonctionnement du protocole TCP/IP pour utiliser Internet. Les gens n'ont pas, qui vont sur n'importe quel site, qui vont regarder une vidéo YouTube, ne comprennent pas l'ensemble des couches techniques qu'il y a dessous. Par contre, ils comprennent l'intérêt de l'usage. Et c'est ça qu'on est en train de voir, et ce dont on a un peu parlé aujourd'hui, c'est quels sont les cas d'usage hors investissement qui commencent à se développer et qui vont permettre d'amener des gens dans cet écosystème. Pour la partie entreprise, je crois beaucoup à la question des transferts internationaux et des paiements. Il y a un truc là, c'est moins cher, c'est plus rapide, c'est plus efficace, ça permet de débloquer les choses. Même au sein d'un groupe, tu peux optimiser tes flux au sein d'un groupe, entre entités d'un groupe. Donc il y a un cas d'usage à créer avec des DAF. Pour le grand public, pour moi, ça passera pas directement par nous ou par les plateformes crypto actuelles. Ça passera par des entreprises traditionnelles qui vont intégrer de la crypto dans leur modèle. Demain, tu as un jeu chez Ubisoft, tu vas jouer à ton Assassin's Creed, sauf qu'en fait, tes armes, ton équipement, c'est des NFT. Où tu as une économie dans le jeu qui utilise des tokens pour que tu puisses transporter tes actifs d'un jeu à l'autre et transformer du coup le modèle économique Ubisoft et la relation qu'a un joueur à son jeu. C'est comme ça qu'à travers l'usage, tu vas amener tous les gamers à la crypto. Dans le luxe, je te donnais un cas d'usage, dans le luxe pareil, si demain tu dois avoir un NFT pour venir chercher ton produit, tu vas utiliser la crypto même sans savoir que c'est de la crypto. Et tu t'en fiches, ton NFT tu l'auras acheté avec une carte bancaire et tu vas voir juste ton carré Hermès par exemple. Et dans le retail, dans la supply chain, dans toutes ces industries, dans l'automobile, je discutais avec quelqu'un qui me disait il y a un vrai cas d'usage pour avoir une traçabilité pure et parfaite de la maintenance d'un véhicule, pour s'assurer que tu maximises sa valeur à la revente parce que tu as la traçabilité complète. Voilà, donc je pense que c'est plutôt par ces cas d'usage-là qui ne sont pas de l'investissement, mais qui sont vraiment l'utilisation de la technologie à des fins d'optimisation industrielle dans des industries traditionnelles, que l'on va voir une véritable adoption. Et dans ce cas-là, en fait, ce sera une adoption indirecte. Tu vas utiliser de la crypto, mais tu ne sauras pas. De la même façon que les gens qui disent qu'aujourd'hui font des NFT, ils font pas de crypto. Désolé. C'est un jeton qui tourne sur Ethereum la plupart du temps, c'est de la crypto. Et le cas d'usage, remplacer la carte Visa par une carte Apple Pay crypto, ça, il y a trop de barrières aujourd'hui pour que ce soit... En fait, il n'y a pas d'utilité suffisante pour que ça soit le cas immédiatement. Alors aujourd'hui, ça se fait très bien, sauf que la problématique en France, c'est la barrière fiscale. Si tu fais un paiement par carte, un paiement en crypto toutes les semaines par exemple, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, dans ta déclaration fiscale, il faut que tu déclares 52 cessions d'actifs numériques à l'administration fiscale, que pour chacune de ces cessions d'actifs, tu aies valorisé la valeur de ton portefeuille total de ton foyer fiscal, donc toi, ton compagnon, ta compagne et tes enfants, au moment où tu as fait la vente, pour pouvoir calculer la plus-value que tu dois déclarer à l'administration fiscale. Il faut un fiscaliste, quoi. Non, mais surtout, donc tu le fais pas, en fait. Donc il y a aussi un cadre réglementaire, là, qui est plutôt sur la partie fiscale, qui ne permet pas le développement de l'usage des paiements aujourd'hui, mais ça changera.
Fascinant, merci Romain. Merci à toi. Merci pour cet échange, c'est génial. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Si vous avez apprécié le contenu, je vous invite à liker, partager et suivre la page afin de voir les prochains épisodes.